Pour sa prochaine vidéo, notre créateur s'est posé tranquillement à son bureau. Cahier ouvert, stylo en main. Le voilà en train de tracer des idéogrammes à moitié absurdes. Écrire un nouveau projet, c'est comme tout recommencer à zéro. C'est chercher à être pertinent à la moindre virgule. Et quand on est un petit créateur indépendant, sortir une vidéo par mois, c'est un défi. Pour vous, spectateurs, c'est normal, il finit par disparaître de votre mémoire. Et lui finit par se demander si ça vaut encore le coup. Si continuer à créer juste pour être vu, ou plutôt entendu dans mon cas, est vraiment raisonnable. Parce qu'après tout... Bon, stop. Tiens, regardez-moi ça. Il parle tout seul maintenant. Non, c'est à toi que je parle. Et à eux aussi. Coucou. Sérieusement, tu te prends pour Harold Crick maintenant ? Non, parce que de 1, Harold ne pouvait pas communiquer avec sa voix off. De 2, comme tu l'as dit toi-même, je suis le créateur, donc je peux faire à peu près tout ce que je veux. Et 3, recule un peu, tu es trop près. Très bien. Alors pourquoi m'invoquer ? Pour ensuite me couper en plein élan. Bah, tu sais, une voix off en intro, je trouvais ça classe, ça avait un petit cachet, tu vois. Mais là, tu commences à prendre un peu trop de liberté. Moi, trop de liberté, dit-il en brisant le 4e mur. Ouais, donc calme-toi si tu veux pas que je te remplace. Tu n'oserais pas. Parce qu'après tout, je ne fais pas ça pour être vu, ou devrais-je dire dans mon cas, pour être entendu. Je fais ça parce que j'en ai envie, et parce que ça m'amuse énormément. Ah oui, donc tu as vraiment osé. Tais-toi, il y a le générique qui commence. Le cinéma, avant d'être un feu d'artifice numérique qui vous explose les rétines tous les mercredis, a d'abord été muet. Oui, muet. Et pourtant, il parlait. Il parlait avec des gestes, avec des regards caméra, avec des chutes burlesques et des envolées de robes. Pas un mot, pas une voix enregistrée. Juste des images, un accompagnement musical, parfois un monsieur moustachu au fond de la salle qui racontait l'histoire à voix haute, et à la fin du 19e siècle, chez les frères Lumière ou chez Méliès, ce prestidigitateur du celluloïd, leurs films ne contiennent pas de dialogue enregistré, bien sûr. À l'époque, les mots passent par des intertitres, les fameux cartons, qui apparaissent entre deux plans, comme des panneaux de signalisation littéraire. La voix humaine, elle, est absente. Donc, pas de voix off, pas encore. Seulement une ambiance, un souffle. Et puis un jour, en 1927, le chanteur de jazz pousse la chansonnette et l'histoire change à jamais. Oui, la parole est née à l'écran, et avec elle le langage filmique bascule. Le son, et donc la voix, deviennent des instruments narratifs directs, capables de transmettre émotion, tension, ironie, ou plus sournoisement, le point de vue. C'est dans les années qui suivent que la voix off trouve peu à peu sa place dans le grand orchestre du récit cinématographique. Cette voix qu'on n'entend pas dans la bouche des personnages visibles, cette voix qui flotte, omnisciente ou intime comme un esprit narrateur. Elle peut être celle d'un personnage revenu de l'au-delà, d'un vieux narrateur racontant sa vie avec nostalgie, ou d'un esprit sarcastique qui commente ce que vous êtes en train de regarder. Et parfois en mieux que vous. Le terme voix off vient de l'expression hors-champ, traduit dans l'industrie anglo-saxonne par voice-over. Autrement dit, une voix qui plane au-dessus de l'image sans jamais s'y incarner physiquement. Une voix qui s'inspire du théâtre, du conte populaire, du roman à la première personne ou même des documentaires pédagogiques d'autrefois. On est quelque part entre Racine, Arte et les VHS d'éducation civique de 1983. Alors, à quoi ça sert une voix off ? Eh bien à tout et à rien parfois. Quand elle est bien utilisée, elle peut devenir une passerelle narrative redoutable. Elle expose des faits, elle contextualise, elle installe. Dans un film historique par exemple, elle permet de résumer 50 ans de guerre napoléonienne en 20 secondes de monologue avec un accent british. Pas besoin de reconstituer Austerlitz, on vous le dit, il a gagné. Elle peut aussi ouvrir la porte de l'intériorité d'un personnage, ses pensées, ses regrets, ses souvenirs d'enfance. Bref, elle crée un lien intime entre l'esprit du personnage et celui du spectateur. Un murmure mental qui glisse entre les plans. Et puis parfois, elle devient un geste de style.
Un gimmick de mise en scène, un outil méta qui permet à des auteurs de génie d'outrepasser ce procédé de facilité avec une manière moins basique que de prendre le spectateur par la main. Chez Terrence Malick, c'est de la poésie flottante sur fond de pelouse cosmique. Chez Scorsese, c'est une ironie tranchante, comme une lame de rasoir. Et chez Kubrick, c'est un pastiche documentaire, digne d'une voix off de la BBC, version 18e siècle. Alors, pourquoi je dis que c'est un procédé trop facile ? Eh bien parce que dans les écoles de cinéma, celles qui sentent la clope froide et la sueur des réalisateurs frustrés, en cours de scénario, on vous apprend un truc super chouette qui est le show don't tell. Autrement dit, montre, ne raconte pas. L'image d'abord. L'action, les gestes, les regards, caméra, après. La voix off, si elle ne sert qu'à exprimer ce que l'on voit déjà, devient une béquille, une solution de facilité. Elle vole au spectateur le plaisir de comprendre par lui-même, elle lui mâche la pensée et elle fige l'interprétation. Parce qu'au lieu de vous laisser dans le doute, dans cette belle zone grise du non-dit, elle vous balance une voix intérieure qui vous dit « voilà ce que tu dois ressentir, voilà ce que ça veut dire, voilà qui je suis » et parfois ce « je » est un peu trop sûr de lui. Prenez Un jour sans fin, par exemple. Ouais, encore. On comprend facilement le cheminement de pensée qui pousse Phil Connors à un changement radical de sa personnalité sans avoir recours à la voix off. Sinon, ça serait trop facile. Comme si le ou la cinéaste se glissait à vos côtés pour tout vous expliquer. Et parfois, un peu trop. Bon, là, tu vois, le personnage, il est enfermé psychologiquement, il ne ressent plus aucune forme d'empathie. Il prend sa douche, il prend son petit-déj, regarde sa montre, signe du temps qui s'arrête, comme si... Au lieu de me postillonner dessus, t'aurais pas pu mettre une voix off ? Ben non, parce que comme je l'ai expliqué juste avant, c'est une béquille qui surexplique tout ce qu'on voit déjà à l'image. C'est toi la béquille. Mets-moi une voix off la prochaine fois. Ou alors, c'est comme si le ou la cinéaste... Bon, apparemment, la gifle de tout à l'heure ne t'a pas suffi ? Stop, ça va 2 minutes les blagues. On a tous compris, on aimerait bien que tu passes à la suite. C'est pas très sympa de se faire couper dans son élan comme ça. Ah, on est d'accord. Ah, t'es encore là, toi ? Bah oui, t'as cru que j'allais partir. Ben, on avait un accord tacite, tu devais partir après le générique. Un accord que tu as brisé en piquant ma voix off. Donc techniquement, j'ai droit à un retour dramatique. Là, c'est pas dramatique, c'est juste pénible. 10 secondes avant que je te gifle à nouveau. Ok, et t'admettras que c'est pas facile de bosser avec une voix off passif-agressif. Hein. Moi, je dirais drôlement lucide. Chut. 5 secondes. Ok, c'est bon. Bon, revenons à nos moutons lunaires, parce qu'on n'est pas là pour philosopher dans le vide. Alors le film, de quoi ça parle ? Êtes-vous de notre côté ? Roy, c'est pas juste un astronaute, c'est une capsule humaine, hermétiquement scellée, calibrée pour l'exploit, l'isolement, l'inaccessibilité affective. Le gars, c'est tout simplement un cœur en quartz, mais dans une combinaison pressurisée. Mais voilà, cette fois il ne s'agit pas simplement de réparer une antenne ou de prendre des selfies au bord de Saturne. Non, il part retrouver papa, Clifford, le mythe, l'ombre paternelle perdue quelque part entre Neptune et l'ego démesuré. Et c'est là que ça coince. Parce que dans l'espace, personne ne vous entend faire votre thérapie. La Lune, autrefois symbole de rêve et d'évasion, est désormais une aire d'autoroute pour milliardaires pressés. Un no man's land où les pirates lunaires pullulent plus que les promesses non tenues de la conquête spatiale. Roy y traverse les terminaux lunaires comme un automate stoïque, l'œil visé vers le néant, comme si le salut se cachait derrière Uranus. Arrive Mars, glaciale et inhospitalière, une escale rouge sang dans cette fuite en avant. Et là, enfin, un frémissement, une voix. Celle du père, fantomatique, lointaine et surtout tragiquement humaine. This is Clifford McBride reporting from the Lima project. I'm disclosing a tragedy. Clifford n'est plus le pionnier, le demi-dieu des étoiles, juste un vieux type cramé par ses illusions qui a troqué sa vie et son fils contre une chimère intergalactique. Et au bout de la route, attention parce que je vais peut-être vous spoiler, il n'y a pas d'extraterrestre, pas de révélation cosmique façon 2001, juste un homme seul, broyé par sa quête, qui n'a trouvé ni alien, ni absolu, mais a réussi à tout perdre, son équipage, sa terre, son enfant, la vie en somme. Roy comprend alors que ce n'est pas l'univers qui est vide, c'est Clifford. Et que le vrai trou noir, ce n'est pas un phénomène astrophysique, mais un homme qui confond passion et abandon. Alors Roy revient, pas glorieux, pas triomphant, transformé, désossé. Il a largué l'héritage paternel comme un booster inutile. Et dans cette descente vers la Terre, il y a peut-être une promesse, celle d'un homme qui, pour la première fois, regarde ailleurs que dans le vide, vers les autres et vers lui-même. Ah oui, et la voix off. Parce que visiblement, elle avait des choses à dire. Beaucoup trop peut-être. On va y venir, mais pas tout de suite. Avant, tentons de cerner la bête. Entre regard en coin, posture, ambiance générale, que nous dit l'image de ce personnage et comment le cadre nous présente Roy McBride. Je me concentre sur l'essentiel.
en laissant de côté tout le reste. Je ne prendrai que des décisions pragmatiques. Je ne me laisserai pas distraire. Physiquement, Roy McBride, c'est l'archétype du professionnel taiseux. Quarantaine bien rangée, silhouette affûtée, pas un gramme de trop ni un cheveu de travers. Tout en lui évoque la rigueur, le protocole, la discipline presque militaire. Il n'a pas un corps. Il a un outil de travail. Son visage, fermé comme une base lunaire un jour de grève, le regard fixe, concentré ou perdu, difficile à dire, il semble toujours ailleurs, comme s'il traitait en arrière-plan un flux constant de données émotionnelles qu'il refuse d'afficher. On est dans l'économie totale du geste, du mot et du souffle. Il marche droit, il parle peu, il occupe l'espace avec la discrétion d'un satellite bien programmé. Chaque mouvement est calibré, chaque posture millimétrée. Pas de débordement. Aucun débordement. Et la tenue suit, combinaison spatiale ou uniforme réglementaire, le genre qui crie efficacité et chuchote anonymat. Aucune coquetterie et aucune trace d'individualité visible. Roy n'impose rien, il s'efface. Et dans cet effacement, il devient presque spectral, un homme fonction, un homme silence. Je suis sur le chemin de Neptune. La pesanteur et ce voyage qui s'éternise m'affectent physiquement et mentalement. Roy, c'est l'anti-héros stoïque par excellence. C'est un homme d'intérieur, mais pas celui avec des coussins moelleux. Il est introverti, il est discipliné et d'une rationalité clinique. Roy ne vit pas, il exécute. Il suit les procédures comme d'autres prient. Quant à l'émotion, c'est un parasite à éliminer. Son calme n'est pas une posture, c'est un protocole, un bouclier, une stratégie de survie dans un monde vide où ressentir, c'est déjà perdre. Chez lui, tout est compartimenté, voire cadenassé. L'amour, la colère, le chagrin, tout ça c'est classé confidentiel. Il ne tisse pas de liens, il les endure. Il ne parle pas, il agit. Mais derrière cette armure de silence, un trop-plein gronde. L'abandon, la rage sourde, la peur viscérale de répéter le modèle paternel. Roy n'habite pas le monde, il habite le silence. Il s'y meut avec aisance, comme si la solitude était son atmosphère naturelle. Son cœur bat au ralenti, même dans les pires turbulences, symptôme ultime de sa maîtrise ou de son anesthésie affective. Officiellement, il part chercher son père, mais en réalité, c'est lui-même qu'il traque à travers les strates du vide spatial. Si son père est un bloc de froideur, que reste-t-il de l'homme qu'il pourrait devenir ? Est-il condamné à n'être qu'un écho émotionnel de ce qu'il fuit ? Et plus Roy s'éloigne de la Terre, plus il s'approche de lui-même. Le silence devient miroir, et peu à peu, l'astronaute au sang-froid craque la visière. Il pleure. Il parle, il tend la main. Sa chute libre dans l'espace devient un retour progressif à l'humain. Roy ne revient pas pour raconter l'univers, il revient pour apprendre à ressentir. Mais sous son contrôle absolu se cache une blessure sourde. C'est là qu'intervient la voix off. Il serait tentant de croire que la voix off, c'est juste une voix, un gadget narratif, un rajout en post-prod parce qu'on ne savait pas trop comment faire passer telle ou telle info. Une béquille, une voix dans le vent, mais non. Dans le grand théâtre du cinéma, la voix off, c'est beaucoup plus qu'un simple commentaire au-dessus des images. C'est un sismographe de la subjectivité. Une invitation murmurée à entrer dans l'esprit, parfois dérangé, parfois égaré, et souvent profondément humain du personnage qu'on suit à l'écran. Chez Scorsese, elle est confessionnelle. Chez Malick, elle est prière, et chez Kubrick, elle peut être une arme froide et implacable. Ce qu'elle dit n'est pas toujours vrai, ni toujours juste, mais elle hiérarchise. Elle agence, elle filtre, elle trahit parfois. Là où l'image nous montre, la voix nous guide ou nous manipule. Et ce n'est pas seulement un outil narratif commode. Oh non, loin de là. Elle est aussi souvent un geste stylistique. Elle peut expliciter l'intrigue, nous expliquer ce que même les personnages ne savent pas encore sur eux-mêmes, mais elle peut aussi glisser dans la poésie ou dans l'interprétation. Elle colore les scènes d'une teinte émotionnelle particulière. Une voix fatiguée, un rythme qui hésite, et soudain, un plan banal se charge d'une tension sourde. Et puis, il y a l'acousmètre, cette voix sans corps, sans visage, le hors-champ incarné, celle qui plane au-dessus du film, omnisciente ou omniprésente, qui sait parfois plus que le personnage lui-même. C'est elle, l'architecte de notre perception. Elle ne se contente pas d'ajouter de l'information. Elle en sélectionne, elle en surligne, elle impose un rythme, une lecture, et parfois elle devient plus importante que ce que l'on voit. Ce qui nous amène à une évidence discrète. Au cinéma, ce n'est pas toujours ce qu'on regarde qui compte, c'est aussi ce qu'on nous fait entendre. Et dans cette tension, entre voir et écouter, entre l'image et la parole, se niche une vérité fondamentale du médium. Le spectateur ne perçoit pas tout, il perçoit ce qu'on lui organise de percevoir, et ça c'est beau. Et un peu terrifiant. Nous passons presque tous notre vie à nous cacher.
Dans le livre La voix au cinéma, Michel Chion désigne par le doux nom d'acousmètre cette étrange entité, une voix qu'on entend mais dont on ne voit pas la source. Une voix sans corps, sans ancrage visuel, flottante mais jamais anodine. Et c'est justement cette absence de visage qui en fait toute sa puissance. Car si le corps est en dehors du cadre, la voix, elle, est partout. Elle plane, elle enveloppe, elle sait. Ce type de voix off n'est pas simplement un commentaire, ni un souvenir audible qui entrait les plans. C'est une présence, et souvent, c'est une présence qui dérange. On ne sait pas encore qui elle est, ou d'où elle parle, mais une chose est sûre. Elle sait quelque chose que nous ne savons pas encore. Et dans un film, celui qui sait est celui qui domine. Et c'est là que l'acousmètre se révèle pour ce qu'il est. Un instrument de pouvoir narratif. Il est détaché du champ visuel, oui, mais ce détachement, loin de le diminuer, lui donne une forme d'omnipotence. La caméra cadre, la voix régit. Et ce déséquilibre crée une tension. On se met à scruter l'image, à chercher qui parle, pourquoi, à qui et dans quel but. Ce qui était une simple voix devient soudain un axe structurant de la mise en scène. Et ce n'est pas qu'une question de texte, c'est une affaire de timbre, de souffle et de rythme. Car la voix humaine, dans un espace sonore, c'est une main invisible qui désigne. Elle pointe du doigt ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut ressentir. Elle isole un détail, elle dramatise un regard et elle crée du sens là où l'image seule aurait peut-être hésité. Mais ce qu'elle éclaire d'un côté, elle peut aussi l'obscurcir de l'autre, car toute hiérarchisation suppose un choix, donc une exclusion. La voix off peut nous détourner d'une vérité visuelle, glisser une interprétation subjective dans ce qui pourrait sembler objectif. Et là, le spectateur n'est plus tout à fait libre. Il est guidé, orienté, parfois même piégé. À travers l'acousmètre, le cinéma nous murmure quelque chose d'essentiel. Ce que l'on entend n'est jamais neutre. La voix off devient alors une architecture invisible du récit, un mécanisme de contrôle doux, presque insidieux, qui transforme l'acte de regarder en une expérience profondément sensorielle et narrative, mais aussi parfois politisée. Parce que dans le fond, une voix qui est au courant de tout sans être vue, ça ressemble un peu à une divinité. Je suis emporté de plus en plus loin du soleil. Vers toi. Réduire la voix off à une simple énonciation serait passer à côté de l'essentiel, car ce que le spectateur entend, ce n'est pas seulement un récit, c'est une brèche ouverte sur l'intériorité d'un personnage. Une voix qui ne se contente pas de commenter, mais qui fait ressentir ses doutes, ses tiraillements et ses désirs enfouis. Et pourtant, cette voix garde cette distance. Elle ne se confond jamais totalement avec l'action. Et cette distance, justement, c'est ce qui permet l'ironie dramatique. La voix peut tout à fait savoir ce que le personnage ignore encore, ou annoncer d'un ton calme un drame à venir. Elle joue avec nous, avec notre avance, avec notre retard, en somme, elle orchestre. Mais là où elle devient véritablement fascinante, c'est dans sa capacité à plier le temps. La voix off ignore la linéarité. Elle circule entre les époques, glisse du passé au présent et s'aventure parfois dans les possibles de l'avenir. Elle tisse des liens souterrains entre des événements qui, sur l'image, sembleraient étrangers les uns aux autres. Elle superpose les strates temporelles à la manière d'un montage mental. Ce que l'on voit est inscrit dans le présent de la scène, mais ce que l'on entend, c'est le passé qui revient ou l'avenir qui rôde. La voix devient alors une mémoire active ou une prémonition narrative. Ce faisant, elle impose sa propre temporalité. Une temporalité subjective qui vient hiérarchiser ce que le spectateur perçoit. Elle choisit quand et comment révéler. Elle décide de ce qui, dans le passé du personnage, résonne avec le présent et quel fragment mérite d'être partagé. Le spectateur, lui, est ainsi convié à une forme d'intimité rare, celle d'un esprit qui pense à voix haute, en dehors du temps strict de l'action. Une intimité dirigée, choisie, construite, mais terriblement efficace. Et dans ce voyage entre les couches du récit, la voix off devient ce qu'elle est profondément. Un instrument de montage intérieur, un guide dans les méandres de la conscience et un passeur entre les temps. J'ai fait tellement de conneries dans ma vie. J'ai parlé quand j'aurais dû écouter. J'ai été dur quand j'aurais dû être tendre. Il y a des films où la voix off est un outil narratif parmi d'autres. Et puis, il y a Ad Astra, où elle devient une espèce de soupir intérieur suspendu dans le vide, une pulsation mentale qui résonne plus fort que le bruit des moteurs spatiaux. Dès les premières minutes, la voix de Roy McBride est monotone, presque clinique, et s'installe non pas comme une simple narration, mais comme un organe vital, comme si penser à voix haute était la seule manière pour lui de rester vivant. Il ne parle pas vraiment pour nous, il parle plutôt pour ne pas disparaître. Et cette voix, justement, devient la seule chaleur perceptible dans ce film glacé, lent et magnifique. Elle est le fil d'Ariane qui guide le spectateur dans un cosmos où le silence n'est pas un choix esthétique, mais une angoisse à l'état pur. Ici, l'espace n'est pas l'ultime frontière, c'est un miroir. Un grand vide réfléchissant où chaque reflet de planète, chaque pulsar lointain devient l'écho d'un doute, d'un souvenir et d'un père fuyant. Et dans ce vertige métaphysique, la voix off prend les commandes.
elle n'accompagne pas le récit. Elle le structure, elle hiérarchise et elle transforme l'image en surface mentale. On pourrait croire qu'elle commande ce que l'on voit, mais en réalité, elle décide de ce que l'on perçoit. Roy ne dit pas ce qui se passe. Il donne du sens à ce qui, sans lui, serait juste une suite de panoramas froids et d'objets techniques. Chaque silence devient suspect, chaque module spatial chargé d'émotions, non pas parce qu'il l'est intrinsèquement, mais parce que Roy le décrète ainsi dans le langage de la solitude. Et au sommet de cette architecture vocale, une figure plane, l'acousmètre. Ou plus précisément, cette voix sans corps, sans présence réelle à l'image, qui s'élève lentement dans la narration comme un fantôme philosophique. Une voix qui n'appartient pas seulement à Roy, mais à l'homme qu'il aurait voulu être, ou à celui qu'il craint de devenir. Ce n'est plus seulement une voix intérieure, c'est la manifestation d'un homme en décomposition existentielle. Un homme en orbite autour de ses propres cicatrices. Là où 2001 plaçait son mystère dans un monolithe muet, Ad Astra le glisse dans une voix chuchotée, trop humaine, qui ne cesse de sonder l'univers pour y trouver quoi finalement ? Un père, une réponse ou juste un peu de silence ? Au final, la voix off n'explique pas le film. Elle en devient le cœur battant. Le spectateur ne regarde pas le voyage de Roy, il l'écoute se perdre dans un monde qui ne lui répond pas. Et dans ce vide cosmique, c'est la voix qui a le dernier mot. J'ai un regard extérieur sur moi-même. Au moins, je me sens bien là-haut. L'espace, je le comprends. Enfin, c'est ce que je me suis toujours dit. Dans certains films, la voix off n'est pas juste un ajout narratif pour meubler les silences ou éviter les ellipses paresseuses. Non, elle devient bien plus que ça. Elle devient un instrument de navigation mentale. Et ce n'est pas pour rien que j'ai choisi Ad Astra. Parce que dans ce film, la voix off se fait à coup-mètre total. Elle ne se contente pas de commenter. Elle structure, elle oriente, et elle filtre. Ce n'est plus seulement une voix, c'est une présence flottante. Un regard intérieur sans corps qui hiérarchise les éléments du cadre et impose un rythme à la perception. Elle transforme chaque plan en miroir et chaque silence en confession. Le spectateur n'est plus un simple témoin, il devient le dépositaire de la pensée du personnage, suspendu entre ce qu'il voit et ce qu'il entend. Et c'est précisément là que réside le tour de force. Parce que cette voix, monocorde et distante mais terriblement humaine, crée une intimité paradoxale. Elle rapproche tout en maintenant une distance. Elle nous guide mais jamais sans malaise. Elle habite l'espace du film sans jamais y appartenir pleinement. Alors oui, dans ce genre de cinéma existentiel, la voix off est une clé de lecture autant qu'une clé de voûte. Elle ne survole pas le récit, elle le condense, elle l'organise, elle l'orchestre. Elle impose un ordre émotionnel à un monde en chaos. Elle permet de ressentir sans comprendre et de comprendre sans voir. C'est peut-être ça la vraie puissance du dispositif. Faire de la voix une sorte de thérapie spatiale. Une introspection mise en orbite, un GPS émotionnel pour spectateur perdu. Bon bah voilà, j'espère que c'est un peu plus limpide. Oui, c'est un peu plus clair, mais franchement, à la fin, tu parles trop. T'aurais pu rajouter 1 ou 2 blagues histoire de rythmer le truc. Non, tu te fous de moi là ? Non, mais juste 1 ou 2 sketchs histoire de booster ta vidéo. Non mais attends, c'est une blague. Non, mais tu vois, ça aurait pu en être une, c'est ça qui manque. Non mais attends, c'est qui il y a 5 minutes m'a dit stop les vannes, ça va bien, 2 minutes. Alors moi docilement j'enlève les vannes, Oui, mais- et maintenant je me fais démonter. Non mais c'est un piège ou quoi ? Et voilà comment, sur une note de franche incompréhension et de mauvaise foi, cette aventure s'achève. Pas de freeze frame ici, puisque de toute évidence, je n'ai aucun contrôle. Mais si la vidéo vous a plu, vous avez le pouvoir de commenter et de partager. J'ai hâte de voir le jour où je dirai adieu à la solitude. Où je serai chez moi. Voilà, on a parlé voix off, introspection cosmique, silence habité, acousmètre tout-puissant. On a traversé l'histoire du cinéma un peu comme Roy traverse le système solaire. Un peu seul, un peu perdu, mais déterminé à trouver du sens. Et au bout du voyage, peut-être pas de réponse, mais une voix. La mienne, la vôtre, celle d'un personnage qui n'existe pas vraiment, ou d'un créateur qui doute toujours un peu. Parce que la voix off, au fond, c'est ça. Une tentative de relier ce qui se passe à l'écran à ce qui se trame en dedans. Une tentative de dire ce qu'on n'ose pas toujours montrer, et une manière de remplir le vide sans forcément le combler. Et maintenant, le silence peut revenir. Mais attention, si vous l'écoutez bien, il se pourrait qu'il vous parle encore. Il avait saisi des mondes étranges et lointains, avec une précision unique. Des mondes d'une beauté, d'une majesté, qui inspiraient le respect et l'admiration. Mais sous leur sublime surface, il n'y avait rien. Ni amour, ni haine, ni lumière, ni ténèbres. Il n'arrivait à voir que ce qui était absent.
restant aveugle à ceux qui étaient présents devant lui. Bon, voilà, on a tout dit, ou presque. La voix off, l'acousmètre, Roy, Clifford, le vide spatial, le vide intérieur. J'espère que t'as pris des notes. Et si t'as rien retenu, c'est pas grave. Moi non plus, j'oublierai probablement tout ça d'ici demain. Mais tu vois, c'est un peu ça l'idée. Parler à voix haute, pour pas sombrer. Mettre une voix sur ce qu'on ressent, même si personne ne répond. Et si jamais quelqu'un m'entend, bah, c'est déjà pas mal. Tu vas conclure ou tu comptes faire une suite en 4 épisodes? C'est bon, j'y viens. Merci d'avoir écouté cette voix, la mienne, celle des films, celle qui doute, qui commente, qui analyse et qui digresse un peu trop. Mais surtout, merci d'avoir laissé cette voix exister. Et enfin, il se tue. Oui, mais pas pour longtemps. À 30 degrés de latitude, il était tout nude, sur les dunes. À 30 degrés de latitude, le bleu de Neptune. À 1001 des Bermudes, plonge au clair de lune. Si le ou la cinéaste Bon, apparemment... Non, mais tiens, c'est dur, putain.